Non, il n'étudiait pas assez. Intelligent, oui, il se débrouillait, aussi bien qu'en théorie qu'en pratique. D'ailleurs, il a réussi son année. Salah était un petit fêtard, Salah aimait bien s'amuser, Salah avait de l'argent parce qu'il travaillait en dehors de l'école, c'est pour ça qu'il avait ce problème d'absence. Il aimait bien dépenser, il aimait bien se faire beau, il aimait bien séduire et sortir et faire la fête. Bonsoir, un élève doué et charismatique. C'est un prof de Salah Abdeslam qui le décrit ainsi. Salah Abdeslam, le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre, arrêté à Bruxelles au lendemain de l'enterrement de son frère Brahim, lui-même un des tueurs du commando des terrasses à Paris. On va vous raconter ce soir l'histoire de cette famille de 5 enfants avec de nouveaux témoignages inédits. On va aussi vous expliquer pourquoi on trouve autant de frères impliqués dans les attentats récents. Les frères Kouachi à Charlie Hebdo, les frères El Bakraoui des attentats de Bruxelles, et même les 6 frères qui étaient dans les avions du 11 septembre aux États-Unis, et bien sûr les frères Abdeslam. Ils ont grandi ici, au 2e étage de cet immeuble, les frères Abdeslam, avec une vue sur cette place communale de Molenbeek où nous sommes venus nous installer ce soir. La famille Abrimi, celle de l'homme au chapeau, habite dans le même immeuble. La famille Abaoud, autre terroriste de Paris, tient une boutique dans cette petite rue. On parlera de cette proximité incroyable tout à l'heure avec Ismaël Saadi, ancien flic bruxellois, mais aussi auteur d'une pièce de théâtre choc dont on parle beaucoup en Belgique et qui s'appelle Djihad. Mais donc d'abord l'histoire de cette famille, une sœur et 4 frères, dont 2 sont devenus des terroristes. Abdeslam, une histoire de famille, c'est une enquête de Julien Daguerre, Baptiste Desmontiers, Bruno Maraoui et Max Pacro. Le Maroc n'en a pas voulu. C'est donc dans le carré musulman d'un cimetière bruxellois que repose désormais Brahim Abdeslam, le kamikaze du comptoir Voltaire à Paris. Aucune fleur et pas de stèle. Le 18 mars dernier, seule une vingtaine de proches accompagnent la dépouille du terroriste. Des funérailles discrètes, sous l'œil attentif des enquêteurs, qui espèrent recueillir le moindre détail pour enfin mettre la main sur celui que le monde entier cherche, Salah Abdeslam, le petit frère de Brahim, en cavale depuis 4 mois. Un homme va justement commettre un faux pas, Abid Aberkan. Depuis 3 jours, ce proche de la famille cache Salah dans son appartement. Lors des obsèques, il révèle ce secret à Mohamed, le grand frère. Un échange furtif qui remonte aux oreilles des policiers. Salah est localisé. Le lendemain matin, Molenbeek est bouclé. Les forces spéciales belges cernent la planque de Salah Abdeslam. Il est au rez-de-chaussée. Le fugitif sort, sans armes, le visage à peine dissimulé par une casquette. Il tente une ultime fuite. Stoppé par la balle d'un policier qui l'atteint à la jambe. Celui qu'on présente comme le logisticien des attentats de Paris est arrêté vivant. On le pensait en Syrie. Il se cachait à quelques pas de chez lui. Que va révéler Salah de son parcours et de celui de sa fratrie? Qui sont vraiment ses 2 frères de sang? Salah et Brahim, ils avaient une chose en tête. Le pognon, le pognon et le pognon. Ils avaient rien à foutre de la vie. Dans le roi, rien à foutre. Fumeurs de chichons, buvant des bières, sortant en boîte. Ils sont un peu des bras cassés, ils ratent tout ce qu'ils font finalement. Ils ratent leur braquage, ils ratent leur vie professionnelle. Ils sont dans une espèce d'échec permanent. Comment ont-ils basculé ensemble dans l'horreur? Quelle est l'histoire de la famille Abdeslam?
À Molenbeek, ils habitent encore en plein cœur de la ville. Ici, place communale. Ni les parents, ni les 3 frères et sœurs n'ont coupé les ponts avec Salah. Au lendemain des attentats de Paris, son grand frère Mohamed s'improvise porte-parole de la famille. Vous devez savoir que il a grandi ici, il a étudié ici. C'est un garçon tout à fait normal. Nous avons appris ça par la télévision, comme beaucoup d'entre vous, et nous ne pensions à aucun moment que l'un de mes frères était lié à cet attentat. Accusé de trop défendre ses frères et de faire la tournée des plateaux télé, Pas ce à quoi il s'attendait. il s'est depuis muré dans le silence. Bonjour Mohamed, c'est moi qui vous ai envoyé un message, je m'appelle Baptiste. Sa famille a reçu des menaces de mort. C'est compliqué, que vous ne souhaitez pas vous exprimer en ce moment. Mohamed vient d'être licencié. Mais je vais y réfléchir ce soir. Bon d'accord. Allez. Et comment ça se passe avec Salah là aujourd'hui? Ça va, ça va. Ce jour-là, il sort à peine de la prison de Bruges, Il vous dit qu'il est dans le regret, 2 heures il au dit, parloir avec son frère Salah. Il ne sait pas qu'il est filmé. Quelle est son Il me dit attitude? certaines choses, même s'il a des regrets, même s'il explique certaines choses, c'est pas à moi de le dire, c'est à lui. C'est lui qui devra s'exprimer, il va y avoir un procès, il va y avoir des victimes, il va y avoir des familles de victimes, et c'est à ce moment-là, lui, je lui laisse le soin en tout cas à lui, de s'expliquer. Il veut s'expliquer? Oui, il veut s'expliquer, il veut s'excuser, mais on va pas le faire, en tout cas moi je le ferai pas. Jusqu'au 13 novembre 2015, les Abdeslam étaient une famille ordinaire de Molenbeek. Comme la plupart des parents du quartier, Abderrahmane le père et Yamina la mère sont arrivés à la fin des années 60 en provenance du Maroc, de la région du Rif. À l'époque, la Belgique manque de main-d'œuvre. En 1964, le pays signe une convention avec le royaume d'Hassan II et fait venir des dizaines de milliers de travailleurs. Les parents Abdeslam font partie de cette vague. À leur arrivée, Abderrahmane, le père, est embauché comme ouvrier à la STIB, la régie des transports en commun bruxellois. Il est chargé de la maintenance. À la mairie de Molenbeek, Ahmed El Kanous est responsable de la jeunesse et de l'emploi. Ça va et toi, ça va? Bonjour, bonjour. Il a bien connu Abderrahmane Abdeslam. Ça va qu'il là-bas, c'est bien? Pendant de longues années, Ah oui, ah oui. il a travaillé à la STIB avec lui. Il l'a encore croisé ici il y a quelques jours. C'est ici que j'ai pu croiser le père. Il m'a répété 3 fois qu'il n'a pas voulu, J'avais en face de moi un homme qui est en train, j'ai l'impression que ça me donne, en train de s'éteindre. Je peux vous dire que ce monsieur est un employé modèle, toujours gentil, toujours souriant, toujours saluant ses collègues et toujours, je dirais, réservé. C'est un homme réservé et ponctuel, qui a fait une carrière complète d'ailleurs à la STIB. Donc, carrière complète, il faut savoir, c'est plus de 40 ans d'années de travail. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a tout fait en tout cas pour que ses enfants puissent réussir dans la vie. Chez les Abdeslam, rien ne s'est passé comme prévu. Abderrahmane et Yamina ont eu 5 enfants. Yazid, l'aîné, Brahim, Mohamed, Salah et Myriam, la petite dernière. Les 4 garçons ont tous eu des problèmes avec la justice. Le premier à faire parler de lui, c'est Brahim. En 1998, il met le feu à l'appartement familial, ravagé par les flammes. Je sais qu'il a mis le feu, qu'on n'a pas bien su pourquoi, que c'était un acte de violence, qu'il est aussi une marque de son caractère. Enfin, on sait même que dans son casier, encore aujourd'hui, il est mentionné qu'il est violent par les services de police. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'analyse qui va être faite par les services communaux, ce n'est pas il faut rejeter cette famille, mais au contraire, essayons de lui trouver un autre logement. Les Abdeslam sont relogés place communale, dans un confortable logement social de 145 mètres carrés. Mais les ennuis continuent. Yazid et Mohamed sont condamnés pour des vols. Brahim s'enfonce dans la délinquance. Il y a un casier qui est quand même très chargé, avec plus d'une quarantaine de mentions, de tous ordres, qui vont du vol, des menaces, violences, détention de stupéfiants, etc. Donc c'est un profil un peu perturbé, on dirait.
Un cambriolage vient d'être signalé dans une brasserie de la zone ouest de Bruxelles. Brahim, bien connu des services de police, notamment pour ses braquages ratés. Bouge pas, contre le mur. Tourne-toi. Interpellé récemment devant les caméras d'une télévision belge. C'est mon argent, ça. Ton argent? Oui, c'est mon argent. J'ai rien pris, monsieur. J'ai rien pris de où? J'ai rien pris, j'ai rien volé. De où? C'est mon argent. Mais c'est ça, je comprends. Un larcin d'une centaine d'euros. Pour défendre leurs enfants, les parents Abdeslam s'offrent les services d'un ténor du barreau de Bruxelles, Maître Olivier Martins. Le dossier, 5 ans après, a été archivé et détruit. Donc j'ai plus de dossier de monsieur Abdeslam. Plus de dossiers, mais des souvenirs, ceux d'une famille très unie, de parents déterminés à sortir leurs enfants de la délinquance. C'était des personnes particulièrement polies. J'ai souvenir d'une de ses sœurs qui était, me semble-t-il, quelqu'un qui faisait de brillantes études. J'ai souvenir aussi d'un de ses frères. Et j'ai souvenir du papa et de la maman. Et ces personnes voulaient vraiment aider leur fils. Et ils étaient catastrophés du fait qu'un de leurs enfants soit arrêté pour des vols avec effraction, c'est-à-dire des cambriolages. Brahim et ses frères, eux, ne lui ont pas laissé un souvenir impérissable. Il n'y a aucun panache. Ça c'est certain. Il y a zéro panache. C'était pas des Arsène Lupin. Il y avait rien de structuré, il y avait rien, je dirais, de hiérarchisé, de préparé. On n'est pas du tout dans le dossier de grand banditisme que j'ai l'habitude de traiter habituellement. Pas du tout. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du personnage Brahim Abdeslam à l'époque où vous le rencontrez? Sans vouloir lui porter préjudice à titre posthume, ce n'était pas le plus intelligent de la famille. Je dirais que ses capacités intellectuelles, non pas qu'il était débile, mais ses capacités intellectuelles, pour moi, étaient plus faibles que les autres frères. À l'époque, le seul des garçons qui file droit, c'est le petit dernier, Salah. En 2008, il fait la fierté de ses parents en décrochant son bac filière électrotechnique. Nous avons retrouvé l'un de ses anciens professeurs. Il a souhaité garder l'anonymat par peur des représailles. Dans le quartier, Salah aurait encore beaucoup d'amis. Ce professeur se souvient d'un élève qui avait des facilités. Bon élève, non, il n'étudiait pas assez. Il n'étudiait pas assez, il venait pas assez à l'école non plus. Il avait beaucoup de problèmes d'absentéisme. Intelligent, oui, il se débrouillait, aussi bien qu'en théorie qu'en pratique. D'ailleurs, il a réussi son année. Avec beaucoup d'absence, mais il a réussi quand même. Un jeune futé et charismatique, un adolescent qui aimait beaucoup sortir. Salah était un petit fêtard, Salah aimait bien s'amuser, Salah avait de l'argent parce qu'il travaillait en dehors de l'école, c'est pour ça qu'il avait ce problème d'absence. Il aimait bien dépenser, il aimait bien se faire beau, il aimait bien séduire et sortir et faire la fête. À cette période, le jeune Salah développe aussi une admiration pour ses grands frères, au parcours pourtant bien plus chaotique. Là, de temps en temps, lorsqu'il parlait un peu de sa famille, parlait de son frère, Brahim, ou de son autre grand frère, à ce niveau-là, il montrait comme quoi qu'il était très attaché à ses frères, à sa famille. Je me souviens, lorsqu'il parlait avec ses camarades, lui, mon frère a fait ça, mon frère a fait ça. Lorsqu'il sort du lycée, Salah est sur de bons rails. Dans les pas de son père, il décroche un contrat à la STIB. Mais l'aventure dure 2 ans. Il est licencié pour absence injustifiée. Absent car il est en prison. Il y restera 2 mois. À l'hiver 2010, Salah plonge à son tour dans la délinquance. Nous sommes le 2 décembre, tard dans la nuit, avec 3 copains. Il quitte Molenbeek, direction le Brabant wallon, la banlieue chic de la capitale. Dans la voiture, un de ses amis d'enfance désormais bien connu, Abdelhamid Abaoud, organisateur présumé des attentats de Paris. Une virée nocturne avec un but bien précis, cambrioler un garage automobile.
Équipés d'un pied de biche, ils commencent à forcer la porte. Mais le garagiste habite sur place. Il est réveillé par le bruit. Nous sommes retournés le voir. Il se souvient très bien de cette nuit de 2010. Il ne sait pas qu'il est filmé. Moi, en fait, ils ont essayé d'attaquer à la fenêtre qui est juste là. Ouais. Donc le petit Velux, là, on le voit encore. Ouais. Et la fenêtre de ma chambre est juste au-dessus. Quand j'ouvre la fenêtre, là, j'ai vu 5 mecs cagoulés. Mais voilà. Et alors là, j'en ai un qui m'a répondu, ouais, c'est le Père Noël. Ils sont repartis tranquillement sur le parking en marchant. Mais non, moi, ce qui m'a interpellé, c'est le baba cool quand ils sont partis, quoi. Ouais. C'est-à-dire, quand vous faites surprendre en train de voler, la première chose que vous faites, c'est... Et vous partez, enfin, je sais pas. Salah et ses comparses repartent un peu trop tranquillement. Quelques kilomètres plus loin, ils sont pris en chasse par la police. Tentent de s'enfuir. En vain. Ils sont rattrapés. L'un d'entre eux est même repêché dans la rivière en hypothermie. Une équipe de bras cassés, jugée au tribunal correctionnel de Nivelles. Vincent Fifi, chroniqueur judiciaire, avait couvert le procès de Salah Abdeslam. À l'époque, l'histoire l'avait plutôt fait sourire. À la limite, c'était même un peu drôle parce qu'ils avaient fait un cambriolage alors qu'il neigeait. Le coup n'était pas préparé ou en tout cas pas très intelligemment fait. On voit en tout cas qu'ils n'avaient pas le profil il y a 5 ans pour commettre des faits préparés, violents et bien organisés. Là, c'est de la petite délinquance, faite un peu n'importe comment, et d'ailleurs, il se fait attraper rapidement. Donc voilà les notes pour les faits qui ont été commis la nuit du 2 au 3 décembre 2010. Je vois dans les notes justement qu'Abaoud, à l'époque, avait déjà un casier, parce qu'il avait été condamné à Bruxelles pour un vol avec violence en bande, et il avait eu 120 heures de travail. Et Salah Abdeslam ? Salah Abdeslam, à l'époque, n'avait pas d'antécédent judiciaire, d'après mes notes. Un braquage raté, quelques mois en prison et un licenciement. Salah songe alors à reconstruire. Le garçon de 21 ans est en couple depuis quelques années avec sa fiancée Yasmina. Il veut l'épouser. C'est ce qu'il a confié à Fared, un ami de la famille. Un intime dont la librairie est à quelques mètres de l'appartement des Abdeslam. Fared est toujours en contact avec le terroriste. Il lui envoie des livres en prison. Le premier que je lui ai envoyé, c'est « Ne sois pas triste ». Et c'est fait pour un peu face aux épreuves de la vie, tout ça. Mais très très beau livre. C'est celui-là que j'ai préféré envoyer en premier. À l'époque, Salah passe parfois dans la librairie de Fared. Il se pose des questions sur sa foi et dit vouloir se ranger. Le livre du mariage qu'il avait regardé, c'était celui-là. Le mariage à la lumière de l'islam. Il disait, si tu peux me conseiller des livres pour le mariage et pour offrir à ma fiancée. Il prépare le terrain, c'est-à-dire quand on veut bâtir une maison, on fait d'abord les fondations, tu viens pas et tu te maries, c'est facile le mariage, mais bon, il y a tout ce qui suit après. Projet de mariage, mais d'abord Salah tient à trouver un boulot. Il sollicite la mairie de Molenbeek, où son grand frère Mohamed est déjà salarié. À la mission locale, Ahmed El Kanous le reçoit dans son bureau. Il est venu voir 2 ou 3 fois pour rechercher du travail. Nous avons longuement discuté sur ce qu'il voulait faire. Salah, c'était quelqu'un de très doux. C'était le plus doux de tous les frères. C'était quelqu'un qui était déterminé à créer sa famille, à constituer un noyau familial. Et pour ça, il fallait des revenus réguliers à travers un travail. Mais Salah a un casier judiciaire et la mairie de Molenbeek n'a rien à lui offrir. Rattrapé par ses démons, il tombe dans les petites combines, l'argent facile. Mars 2013, avec Brahim, il reprend pour 10 000 € la gérance de ce bar, les Béguines. Beaucoup de copains, très peu de clients. Les 2 frères passent leur journée à fumer des joints et à dealer du shit. Derrière ces vitres opaques, Salah et Brahim basculent rapidement dans l'islam radical. Excusez-moi, monsieur. C'est ce que nous confirme ce voisin, qui n'était pas le bienvenu dans le café. J'étais au comptoir, il y avait le Salah Abdeslam.
n'était pas encore célèbre comme maintenant. Ouais. Je lui ai demandé si je pouvais avoir un café emporté. Ouais. Il m'a dit non. J'ai dit, mais je suis ton voisin, j'habite là, tu me vois tous les jours passer. Il dit, j'ai fini le travail, j'ai pas de café à la maison. Il voulait pas. Il m'a dit, ici, c'est pour les islamiques. Il vous a dit ça? Oui. Ici, c'est un bar islamique. Alors, je suis parti. Et c'est Salah Abdeslam qui vous a dit ça? Oui. Que se passait-il au Béguine? Juste après les attentats de Paris, nous avions rencontré ces garçons, des amis très proches des Abdeslam, des habitués du café, qui nous décrivaient un huis clos effrayant. À chaque fois qu'on rentrait dans ce café, dans le PC, il y avait des discours de l'État islamique. C'est-à-dire l'appel à la guerre. Des gens cagoulés qui disaient aux Européens de se joindre à eux, de les aider. Et le patron du café était toujours assis devant son PC et en train d'écouter ce truc. Jusqu'à un jour, un gars est rentré au café et lui dit « Ouais, qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi? Mais ils vont venir chez nous ici au café, ils vont nous sauter dessus parce que tu regardes ces trucs-là et tout. » Il dit « Moi, je regarde la vérité. Et dis-moi, si les flics qui viennent chez moi, je les explose. » Au Béguine, il y a une vidéo que Brahim et Salah regardent en boucle, fascinés. C'est celle de l'ami d'enfance de Salah, son partenaire de braquage, Abdelhamid Abaoud, toujours lui. On traque les mourtades, les kuffars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. On est là. Tu peux filmer maintenant. Ces images horribles où on le voit traîner des cadavres en Syrie ont fait le tour du monde. Quand est-ce qu'Abaoud devient un héros? Pour eux, pour cette bande qui le connaissait. C'est quand ces images atroces apparaissent sur nos écrans de télévision où il traîne des cadavres, il tire des cadavres. Et il y a une petite frange de ses copains qui ont été pris d'admiration. Dont Salah Abdeslam? Je suppose. Ça, je n'en ai pas la preuve, mais je suppose, en tout cas, c'est ce que des jeunes disent, que certains de leurs copains ont dit « Ah ouais, ils osent, hein. Tu as vu ça? Ça, c'est des mecs. Hein. » Abaoud devient un modèle pour Brahim et Salah. Pour eux, le djihad, la lutte armée, s'impose peu à peu comme l'unique marche à suivre. Il nous dit, ouais, vous êtes des putes, vous êtes là, vous fermez votre gueule, vous fermez les yeux sur ce qui se passe, c'est la guerre, c'est le djihad, vous allez payer plus tard. Allah, il va pas vous pardonner, parce que on est en train de faire du mal à nos frères et à nos sœurs. Et si on ne défend pas nos prochains, c'est qu'on est des ignorants et qu'on payera les pots cassés une fois au jugement dernier. Donc il stipulait que dans le Coran, c'était obligatoire de se déplacer et de défendre la cause de l'État islamique. À l'époque, ce sont des discours choquants, mais ce ne sont que des mots. Deux événements très précis vont finir d'attiser la haine des frères Abdeslam. Juin 2015, la famille reçoit un courrier de la mairie de Molenbeek. Elle doit rendre son logement social. Ses revenus sont trop élevés. Un avis d'expulsion qui déclenche la fureur de Brahim. Un matin, il débarque à la mairie. Foudrage. Il avait du mal à comprendre, je pense, l'application de la réglementation, tout simplement. On avait affaire à quelqu'un qu'on appelle communément quelqu'un de sanguin, qui s'emporte très très vite. Brahim Abdeslam s'en prend violemment à l'adjoint au logement. Par téléphone, sans savoir qu'il est enregistré, il nous raconte cette agression. Donc une personne assez agressive se présente et m'indique que c'est scandaleux et donc menace. On a l'habitude de se défendre dans la famille et donc le gars, je le raccompagne vers la porte et à ce moment-là, il me demande si je suis musulman. Je lui réponds que de toute façon ça relève de la vie privée. Il prend son élan et donc d'un seul coup de poing, il défonce totalement cette porte et puis s'encourt. Voilà. Dans la foulée, la mairie décide aussi de fermer les béguines à cause du trafic de stupéfiants. Les frères Abdeslam n'ont plus aucun revenu. Ils sont perturbés. Je suis convaincu que, par exemple, la fermeture de leur café, qui était leur gagne-pain, a été un élément accélérateur de leur radicalisation. Ça, j'en suis convaincu. Cette espèce de rage qui les animait, et dont un des épisodes, ça a été, entre autres, l'agression de mon collègue ici à la mairie suite au problème de leur logement, démontre qu'il ne fallait pas grand-chose pour qu'ils soient réceptifs à un certain type de discours. Ça y est, les frères Abdeslam se muent en soldats de l'État islamique. Ils commencent à préparer les attentats de Paris. Brahim rejoint la Syrie où il s'entraîne au tir.
quand Salah, lui, traverse l'Europe pour récupérer des complices en Hongrie et des faux papiers en Italie. Ils se disent prêts à mourir au nom d'Allah. Mais de retour à Bruxelles, leur quotidien est à 1000 lieues du mode de vie imposé par Daesh. Dans cette boîte de nuit du centre-ville, pour 40 €, c'est alcool à volonté. De la vodka servie au goulot par de jeunes femmes jusqu'au bout de la nuit. C'est ici, quelques mois avant les attentats, qu'a été tournée cette vidéo. On y voit Brahim dansant avec une jeune blonde, cigarette à la main. À ses côtés, Salah. Les deux frères fréquentent les bars, les discothèques, mais aussi les casinos. À l'époque, Salah est un habitué des machines à sous, comme nous le confirme un employé. Ouais, il venait jouer souvent souvent. Et parce que justement, quand il y a eu les événements et qu'il était à Paris et qu'il était recherché, je tapais son nom sur l'ordinateur. La dernière fois qu'il était venu, c'était en septembre, mi-septembre. 2 mois avant l'attentat, parce que ça m'a fait un choc. Je me dis, oui, ce gars-là, il venait jouer. Islamiste et parieur, terroriste et fêtard. Difficile de suivre. 2 hypothèses possibles, soit qu'ils étaient clairement dans une stratégie de dissimulation, ce qu'on appelle la taqiyya en arabe, qui est un moyen de protéger sa foi et ses convictions religieuses. C'est quelque chose de très, très ancien dans la religion. Soit ils ont envie de profiter de la vie jusqu'au dernier moment. Après son arrestation, pendant 1 mois, Salah a été détenu ici, à la prison de Bruges. Enfermé dans le quartier de haute sécurité, où une équipe de télévision flamande avait pu filmer. Double porte. Seul, dans une cellule de 4 mètres carrés avec juste un puits de lumière et une télévision. Isolé, surveillé de très près, meubles fixés au sol et couverts en plastique. Pas question qu'il arrive quoi que ce soit à Salah Abdeslam, le seul à encore pouvoir donner des explications sur son parcours. À l'heure actuelle, à part les membres de sa famille, il n'y a que son avocat, Sven Mari, qui lui rend visite. À l'écouter, Salah Abdeslam est anéanti. C'était comme ça que moi je l'ai rencontré à la prison de Bruges. Je me souviens de l'œil au beurre noir. Il était très pâle. Et ça se voyait qu'il sortait d'une cavale, traqué. Ouais. Depuis son arrestation, il a passé 15 heures en tête-à-tête avec le terroriste. Oui, il est perdu. Il sait qu'il sera puni lourdement. Il le sait. Il l'assumera. Mais d'en faire le grand organisateur des attentats de Paris, ça me semble, moi, lui faire beaucoup trop d'honneur. C'est la stratégie de défense du jeune détenu, accabler son frère Brahim et le rendre responsable de sa dérive. Et voilà pour cette enquête signée Julien Daguerre et Baptiste Desmontiers. Et on se retrouve donc ici à Molenbeek avec vous, Ismaël Saadi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez un parcours tout à fait étonnant. Vous êtes un ancien policier, vous êtes belge, vous avez grandi à Schaerbeek, une autre des banlieues de Bruxelles. Vous êtes d'origine marocaine. Et puis vous avez écrit cette pièce phénomène ici en Belgique, Djihad, qui a déjà été vue par 50 000 spectateurs et dont on va parler. Mais d'abord, un mot sur ce qu'on vient de voir dans ce reportage, cette place de Molenbeek, où l'on croise comme ça, au hasard, les parents, les frères, les proches des principaux terroristes des attentats de Paris et de Bruxelles. On a du mal à comprendre comment ces jeunes qui sont nés ici, sur cette place de village, ont pu faire des choses pareilles. Vous, c'est un parcours que vous arrivez à comprendre ? Non, ce qu'ils arrivent à faire, ça, j'arrive pas à comprendre du tout. Je veux dire, le fait de tuer des gens de manière aussi de tuer des gens tout simplement, donc c'est juste scandaleux, il n'y a pas de mots pour ça. Après, le parcours a l'air un peu, en tout cas de mes personnages dans le spectacle, c'est un parcours chaotique, semé
semé de deux problématiques. La première, c'est effectivement voilà, des endroits qui sont des endroits où on a parqué des gens. Alors, c'est pas le cas ici, parce que vous avez vu, c'est quand même une belle place, finalement. Hein. C'est pas une place qui fait peur. Oui, il y a un décalage entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent sur cette place et ce que vous nous dites, ce parquage. Parce que le ghetto n'est pas nécessairement physique, il peut être moral. Je veux dire, et ça, c'est aussi ce que Djihad dénonce, c'est les pressions que les communautés musulmanes mettent sur leurs propres adeptes. Cette espèce de regard sur l'autre qu'on inculque très jeune et contre lequel il faut se battre aujourd'hui. Donc ces deux paramètres-là, donc les ghettos physiques et les ghettos moraux, ça peut donner effectivement un cocktail explosif. Ouais. Et alors on a raconté le parcours des frères Abdeslam, qui n'ont pas toujours été islamistes radicaux, hein, qui avaient un bar, qui consommaient de l'alcool, etc. Vous-même, dans cette autre banlieue qu'est Schaerbeek, vous l'avez raconté. À 18 ans, vous auriez pu basculer dans un sens ou dans un autre. Vous avez choisi de devenir policier, vous auriez pu aussi partir à l'époque, c'était pas la Syrie, c'était l'Afghanistan. Ouais, à l'époque, il y avait des discours qu'on retrouvait un peu partout, des prêches où on vous disait, voilà, vous êtes ici, vous foutez rien, vous servez à rien, vos frères sont en train de mourir en Afghanistan, vous pouvez apprendre le Coran au Pakistan, des choses comme ça. Donc il y avait déjà des filières qui existaient. C'est pour ça que moi je suis fasciné d'entendre qu'on découvre la radicalisation aujourd'hui. On la découvre parce qu'elle est beaucoup plus violente et qu'elle revient et qu'elle tue ici, mais elle a toujours existé. Ouais. Alors cette pièce, Djihad, vous l'avez écrite en 2014, ça raconte l'histoire de 3 pieds nickelés qui partent faire le djihad, qui ratent à peu près tout ce qu'ils font. Elle est surtout présentée, cette pièce, dans les écoles. Vous les montrez, et ça commence en France d'ailleurs, il y a eu des représentations à Trappes, il y en aura d'autres à suivre. C'est quoi l'idée? C'est que tout le monde puisse rigoler ensemble sur quelque chose qui n'est pas drôle. Alors l'idée, c'était ça, c'était d'abord de dire on peut rire de tout, il n'y a pas de sujet tabou, alors tant qu'on le fait dans le respect de l'autre bien sûr, mais on soulève des sujets qui sont assez compliqués, comme le racisme, mais pas celui qu'on croit. Donc le racisme, j'ai un personnage qui s'appelle Reda, qui est amoureux de Valérie, qui sort avec elle depuis 10 ans et qui veut l'épouser, et sa mère lui dit Valérie c'est juste pour s'amuser, pour la vraie vie il faut une musulmane. Parle du racisme. Ça c'est voilà, le racisme des Marocains belges qui ne veulent pas que... des musulmans vers les non-musulmans, oui tout à fait, bien sûr. Ouais. On n'en parle pas assez, il faut en parler aussi. Et puis alors le racisme aussi dans l'autre sens, celui que vous avez pu subir, comme dans cette tirade qu'on peut regarder, c'est un extrait du spectacle, c'est vous qui jouez, vous parlez de la difficulté de l'intégration ici. Ils veulent pas de notre gueule, je t'ai dit. T'as raison, mon frère. Ouais. Hey, il a raison. Oh, moi, je trouve pas qu'on soit si maltraité que ça, hein. Oh là, hey, c'est pas une question d'être bien traité ou maltraité. C'est une question d'être traité comme tout le monde, tu comprends pas? Je vais te donner un exemple. Je sais pas, moi, tu roules une bagnole et tu coupes une priorité de droite, ok? Ouais. Eh ben, l'insulte du gars en face va dépendre de ton visage. Si t'es blanc, il va te dire sale connard. Si t'es noir, ça va être sale nègre ou sale bougnoule si t'es basané. Tu veux dire qu'on subit des discriminations, même dans les insultes? Oh, putain. Après les attentats du mois dernier, ici à Bruxelles, vous aviez écrit un petit texte en disant il va encore falloir résister à la haine. C'est-à-dire que vous pressentiez que les attentats risquaient de provoquer de nouveau de la haine en Belgique? C'est ce qui va... Oui, bien sûr, on le sent déjà. C'est qu'à un moment donné, vous avez 2 mecs qui me ressemblent, qui vont se faire exploser dans un métro et qui tuent d'autres personnes qui me ressemblent aussi. On est dans le chaos total, on est dans la peur, vous savez, vous prenez le bus aujourd'hui avec un sac à dos, je pense que moi, si je me vois moi avec un sac à dos, je descends du bus. Donc oui, il y a la peur, il va falloir résister à la haine, bien sûr, il va falloir résister à ça. On a des ministres ici qui sont en train justement de jouer avec le feu, justement, de jouer avec le feu de ces haines communautaires qui risquent de monter. Ouais, il va falloir lutter, il va falloir résister contre ça. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est ce que les terroristes veulent, un clivage. Donc on ne va quand même pas leur donner ce qu'ils veulent. Merci beaucoup Ismaël Saadi, donc ancien policier bruxellois et désormais auteur de théâtre et auteur aussi de ce livre qui raconte votre histoire particulière, Les aventures d'un musulman d'ici, c'est aux éditions de la Boîte à Pandore. On va maintenant s'intéresser à d'autres frères terroristes parce qu'on a tous été frappés par le nombre des fratries impliquées dans les attentats. Les frères El Bakraoui, kamikazes des attentats de Bruxelles, les frères Kouachi à Charlie Hebdo, les frères Tchétchènes des attentats du marathon de Boston et même le 11 septembre 2001, il y avait 6 frères dans les avions de New York et de Washington. Mon frère ce terroriste, c'est une enquête de Samuel Humez, Mathieu Drejoux et Thomas Lost. Tandis que les touristes flânent sur la promenade des Anglais, dans l'ombre, une poignée d'hommes et de femmes luttent depuis des mois contre un mal qui gangrène la région. Les départs en Syrie. Ce soir, dans un amphi bondé de la fac de Nice, c'est l'heure du bilan
pour les psychologues de l'association Entre autres. Phénomène inquiétant, ces spécialistes voient de plus en plus de fratries parmi les jeunes radicalisés, près d'un tiers des cas. Dans les familles, quand l'idéologie est présente, je parlerai de contamination. Ça peut évidemment se transmettre d'un frère à l'autre, puisqu'ils vont s'entraider entre eux, puisqu'ils vont être soudés. De toute façon, ce sont toujours des filières. On le sait aujourd'hui qu'il y a des filières et non pas des individus isolés. Et beaucoup de fratries à l'intérieur de ça. Bon, ce qui peut très bien se comprendre. Peut-être Abdelghani pourra en dire quelque chose également tout à l'heure. C'est l'invité surprise, Abdelghani Merah, le grand frère du terroriste tueur d'enfants juifs. Sur l'estrade, Abdelghani raconte comment, jour après jour, ses parents ont inculqué l'antisémitisme à ses frères et sœurs. Chez nous, le juif, il était plus ou moins diabolisé sur tout ce qui se passait en Palestine. Plus ou moins, il y a des injustices des deux côtés, certes, mais c'était surtout ça. Il se servait beaucoup de ça pour augmenter la haine du juif qu'on pouvait avoir. J'ai une anecdote aussi sur les juifs quand j'étais petit. Je demandais toujours à mes parents pourquoi on ne fêtait pas Noël et pour le sapin. Et la seule réponse qu'il a eue, c'était chez nous les musulmans, on ne fête pas Noël, c'est parce qu'il y a un juif qui s'est caché derrière le sapin qui a tué le prophète. Sur les 5 enfants Merah, 3 ont basculé dans l'islam radical. Selon l'aîné, Abdelghani, tous seraient partis du cadet, Kader. Cet adepte du salafisme aurait entraîné dans son sillage sa sœur Souad, puis son petit frère Mohamed. La fratrie, c'est un des premiers combats, on va dire, des salafistes, parce qu'ils basent un peu tout autour de ça, de la fratrie, de la confrérie, et voilà. Et quand je vois c'est des frères entre eux qui se montent le bourrichon, ça m'énerve d'autant plus parce que je l'ai vu de mes propres yeux, voir mon frère Kader Merah avoir monté le bourrichon à Mohamed. Discours posé aux antipodes de l'image haineuse du clan Merah. Les rapports d'Abdelghani avec sa famille intriguent le public. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre du recul, vous, par rapport au discours familial et notamment de l'anecdote du sapin de Noël, par exemple? En fait, là où j'ai pris beaucoup de recul, c'est quand tout ce que j'entendais des méchants envers les Français, l'Occident et tout, parce que je le voyais pas à l'école. C'était différent de ce qu'on disait et c'est un peu, on va dire, la République, l'école qui m'a un peu appris les valeurs républicaines, on va dire. Avec l'aide d'Abdelghani Merah, les psychologues travaillent auprès de jeunes fanatisés. Une mission encore plus ardue lorsqu'il s'agit de frères. Dès qu'il y en a un qui doute, l'autre est là pour renforcer, pour venir rassurer, pour le rattraper. C'est ce qui est extrêmement complexe dans le cadre de notre travail aussi, parce qu'on les reçoit de façon séparée, ces fratries justement. Et dès lors qu'on arrive à instiller le moindre doute chez l'un, l'autre est là pour rattraper. Et en général, il faut tout recommencer à zéro ou quasiment à zéro. Et si ces psychologues sont si inquiets, c'est qu'ils savent qu'entre frères, le passage à l'acte peut être rapide et violent. Dans le terrorisme, les fratries sont légion. À Bruxelles, ce sont les El Bakraoui, les Abdeslam lors des attaques du 13 novembre, les Kouachi à Charlie Hebdo, et il y a 15 ans déjà, les kamikazes du 11 septembre. Sur les 19 terroristes, 6 ont opéré en fratrie. Pourquoi autant de frères unis dans la terreur? Comment des frères de sang deviennent-ils des frères d'armes? Quel est leur mode opératoire? Aux États-Unis, criminologues, psychiatres, policiers travaillent encore sur l'un des derniers attentats commis sur le sol américain, l'attaque du marathon de Boston en 2013. Là encore, une fratrie reconnue coupable, les Tsarnaïev. Boylston Street, au cœur de Boston. En plein préparatif du marathon, la ville s'apprête à célébrer un triste anniversaire. 3 ans plus tôt, au même endroit, 2 bombes explosent pendant la course, tuant 3 personnes et en blessant 264 autres.
Jack Lipyard, journaliste d'une radio locale, couvre l'événement dès les premières heures. Ça s'est passé vers 14h50, au moment où la plupart des coureurs passent la ligne d'arrivée. La course avait commencé 4 heures plus tôt. C'est le moment où il y a une affluence record lors du marathon. Et c'est pile à ce moment-là que les deux frères Tsarnaev décident d'attaquer. Une opération minutieusement préparée par ces deux frères, étudiants d'origine tchétchène. Sur ces images de vidéosurveillance, on les voit arriver ensemble d'un pas tranquille. Sous la casquette noire, Tamerlan, 26 ans, suivi de Dzhokhar, 19 ans. Chacun porte une bombe artisanale dans son sac à dos. L'aîné prend position à quelques mètres de la ligne d'arrivée et pose discrètement son sac par terre. Le cadet fait la même chose, 200 mètres plus haut. Juste avant que la première bombe explose, on voit Dzhokhar répondre au téléphone. Il parle 27 secondes. Lors du procès, on a appris que Tamerlan lui demandait « T'es en position ?»« Oui, je suis en position. »« Ok, on est prêt, on y va. » La première bombe explose et Dzhokhar commence à s'éloigner très calmement. Les autres spectateurs regardent dans la direction de l'explosion, mais avant qu'il puisse s'enfuir, la bombe de Dzhokhar explose. Et sur les vidéos, on voit un immense éclair, puis les conséquences. Les deux frères s'enfuient. Très vite, ils sont traqués par la police. 3 jours plus tard, l'aîné est abattu. Le cadet, interpellé. Il sera condamné à la peine de mort. Mais ils ont réussi leur coup, terroriser l'Amérique. L'attentat de Boston aurait-il eu lieu si les Tsarnaev n'avaient pas été des frères? C'est la question que se pose l'un des plus grands experts américains en matière de crime. Il est directeur de l'école de criminologie à la Northeastern University. Depuis des années, James Alan Fox décortique les meurtres commis par des fratries. Ici, les frères Menendez, condamnés pour avoir abattu leurs parents en Californie. Là, les jumeaux Bondurant, assassins de jeunes femmes dans le Tennessee. Dans chaque cas, comme dans celui des Tsarnaev, le lien familial accélère le passage à l'acte. Entre frères, vous pensez que c'est la bonne décision à prendre, car vous avez votre frère à vos côtés qui vous dit « Oui, c'est ça qu'il faut faire ». Donc c'est facile de commettre des actes, même horribles, si vos proches vous entourent, approuvent votre geste et vous aident à le justifier. En plus, vous partagez la responsabilité. Je ne suis pas le seul à prendre la décision, il y a mon frère. Pour James Alan Fox, dans le cas des Tsarnaev, c'est le plus jeune qui s'est laissé entraîner par son aîné. Jusqu'à l'âge de 8 ans, Dzhokhar vit avec son grand frère et ses grandes sœurs au Daghestan, dans le Caucase. Leurs parents sont d'origine tchétchène. En 2002, ils sont accueillis aux États-Unis comme réfugiés politiques. La famille s'installe dans ce quartier paisible de Cambridge, en banlieue de Boston, tout près de chez Larry Aronson, un enseignant à la retraite. Où sommes-nous? Ça, c'est l'appartement où vivaient les Tsarnaev, au dernier étage. Là, vous voyez, c'est l'entrée. Les Tsarnaev, des voisins discrets. Une famille immigrée comme tant d'autres dans le quartier, en quête du rêve américain. La plupart du temps, le père Tsarnaev faisait des petits boulots. Là où il avait le plus de réussite, c'était dans la mécanique. Souvent, on le voyait dans la rue réparer des voitures, car il n'avait pas de garage à lui. Larry a côtoyé Dzhokhar, le plus jeune des frères, au lycée de Cambridge. Il ne l'a pas eu comme élève, mais se souvient d'un adolescent doué et populaire. Là, c'est Dzhokhar, c'est lui.
C'était le co-capitaine de l'équipe de lutte. Le coach l'adorait, car quand les choses tournaient mal, qu'il perdait un match, c'était le genre de lutteur qui disait « Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment m'améliorer ?» Selon Larry, le jeune homme aurait commencé à perdre pied en 2011, au moment où ses parents divorcent et repartent au Daghestan. Dzhokhar se retrouve alors seul, avec son frère aîné. Tant qu'il était au lycée, il avait des soutiens, des contacts avec la ville, avec l'école, les professeurs, les amis. Et à ce moment-là, il se sentait bien, intégré. Il n'était pas marginalisé. Mais quand ses parents sont partis et qu'il s'est retrouvé à la fac, il a dû se sentir un peu seul, sans soutien. Et ça a dû jouer. En l'absence des parents, à la maison, c'est Tamerlan qui fait figure d'autorité. Carrure de boxeur, de 7 ans plus âgé que Dzhokhar, un demi-dieu pour le petit frère, selon le journaliste Jack Lipyard. C'est littéralement le grand frère. Dzhokhar pèse 63 kilos, Tamerlan presque 90. Il est grand, c'est un boxeur donc très costaud. Dzhokhar, quand vous le regardez, il est bien plus chétif. Beaucoup de leurs amis racontent qu'il suivait son grand frère partout. Il ne contestait jamais ses décisions et il disait souvent « il faut que j'aide mon frère à faire ci, à faire ça ». À cette époque, son grand frère était un modèle, la seule référence masculine dans sa vie. C'est l'époque où Tamerlan bascule dans l'islam radical. Dans les clubs de boxe qu'il fréquente, comme ici, au Wei Kru Club, ses camarades ne remarquent rien de particulier, si ce n'est un changement physique. Il a disparu pendant quelques temps, et quand il est revenu, il portait la coiffe musulmane et la barbe. Il avait changé? Oui, un peu en apparence, mais ça ne m'a pas marqué plus que ça. En réalité, Tamerlan est parti 6 mois au Daghestan. D'après les enquêteurs, il aurait tenté de rejoindre des camps d'entraînement djihadistes. Dans son ordinateur, ils découvriront cette photo où il pose, l'arme au poing. À peine un an plus tard, Tamerlan et son petit frère attaquent le marathon de Boston. Hi, nice to meet you. D'après ce psychiatre, professeur à Harvard, le grand frère a entraîné le cadet dans son délire. Il appelle cela une folie à deux. Dans le cas d'une folie à deux, en général, c'est le frère dominant qui cherche à endoctriner le petit frère dans sa vision du monde. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le petit frère qui est endoctriné. Il est alors utilisé comme un outil, ce qui donne à l'aîné un sentiment de toute puissance et lui permet d'accomplir ce qu'il pense être juste. Il va encore plus loin. Pour lui, l'attentat de Boston est l'expression d'une jalousie fraternelle entre l'aîné, boxeur raté, et le cadet, étudiant populaire. Le grand frère, il était plus âgé quand ils sont arrivés aux États-Unis. Il n'a jamais réussi à se faire des amis. Même s'il avait une femme qu'il aimait, apparemment ça ne lui suffisait pas. Et il voulait la gloire de l'équipe olympique de boxe. Et si je n'arrive pas à obtenir la gloire, quelqu'un doit payer. Et je vais entraîner mon petit frère dans ce délire. C'est sûrement une revanche sur le monde extérieur, mais c'est aussi une façon de faire d'une pierre deux coups. Vous faites aussi en sorte d'entraîner votre petit frère dans votre chute, et c'est ce qui s'est passé. La revanche de Tamerlan. Des fratries coupées du monde, donc difficiles à détecter. C'est ce qui inquiète le chef des services de renseignement de Boston. Paul Fitzgerald sait que les frères terroristes ne reculent quasiment jamais. Parmi les terroristes de Bruxelles ou de Paris, je suis sûr que certains ont eu des doutes. Tuer des gens innocents et se suicider, c'est très difficile. Mais je pense que la loyauté vis-à-vis de votre frère vous empêche de vous détourner de votre objectif. Là où vous pourriez avoir une hésitation, ce lien très fort fait que vous restez loyal.
et concentrés sur votre mission. C'est pour ça que les fratries sont convoitées par les recruteurs. Ils s'en servent comme une arme. Trahir les liens du sang. En France, le Toulousain Abdelghani Merah a osé. Après les attentats commis par son frère Mohamed, il publie un livre où il décrit le climat de haine et de violence dans lequel il a grandi. Une question d'honneur. Soit je choisissais les liens du sang, soit je choisissais mes valeurs. Et face à mon fils, surtout face à mon fils, je voulais lui montrer ce que son père était vraiment. Et que je voulais surtout pas qu'il se construise à travers Kader ou Mohamed Merah. J'étais obligé de faire ce choix. Mais je l'assume. Je l'assume, hein, même si les gens qui me disent « Ouais, t'es un traître, t'es un vendu », oui, c'est la vérité. Mais c'est quand même des meurtres qu'il a fait. C'est des vies qu'il a ôtées. C'est pas cette vie qu'il a ôtée, c'est... vous savez, il a tué plein d'autres personnes à côté, les frères, les mères, les sœurs, ça a détruit plein de familles derrière. Renié par les siens, Abdelghani Merah se bat aujourd'hui pour les autres familles. Sa solution, prendre le mal à la racine. Avec ma famille, si on aurait voulu sauver Mohamed ou le reste de la famille, il aurait fallu d'abord déradicaliser un peu les idées des parents. En premier lieu, il faut commencer par les parents pour moi. Si les parents ils sont pourris, c'est clair que ça va faire des enfants pourris. Désormais, Abdelghani appelle ses parents ses géniteurs. Il a coupé les ponts avec eux depuis 4 ans. Et voilà pour ce reportage sur les frères de sang signé Samuel Humez et Mathieu Drejoux. Et on se retrouve ici, place de la Bourse à Bruxelles. C'est devenu le lieu de souvenir des attentats du 22 mars à l'aéroport et dans le métro. Attentats qui avaient fait 32 morts et 340 blessés. Et on voit au nombre de fleurs que l'émotion ici à Bruxelles est encore très forte. On se retrouve avec vous, Pierre Vermeuren, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous avoir rejoints à Bruxelles. Vous êtes historien, spécialiste du Maghreb, enseignant à la Sorbonne. Et vous connaissez bien la Belgique et surtout l'histoire de son immigration marocaine. Alors, on vient de voir ensemble ce reportage sur les frères dans le terrorisme, toutes ces fratries. Est-ce que vous avez une explication ? Je crois que des choses très intéressantes ont été dites, notamment par le psychiatre, quand il parlait de la folie à deux. Alors on connaissait la folie de couple, maintenant on connaît la folie à deux. Je pense que dans les familles méditerranéennes, elle prend une dimension particulière du fait que on parle des sociétés patriarcales, ce sont des sociétés patriarcales, et on parle souvent du pouvoir des hommes sur les femmes. Mais en réalité, le pouvoir du mâle dominant, en quelque sorte, il s'exerce sur toute la famille, et notamment sur les hommes. Et dans ces familles immigrées, souvent, le père est ouvrier, c'est le cas du père d'Abdeslam par exemple, et les fils qui ont fait des études, qui sont allés à l'école, qui sont alphabétisés, ont pris une autorité, une ascendance. C'est eux qui sont devenus l'homme le plus important de la famille. Et cette autorité, elle s'exerce en particulier sur le petit frère. Et on voyait bien aussi dans le reportage de Abdelghani Merah que c'est le grand frère aussi qui avait imposé son autorité, si je puis dire, politique, idéologique sur les frères. Donc il y a quelque chose de très fort du côté du patriarcat. Il y a toujours dans ces fratries terroristes, vous pensez, un frère qui entraîne l'autre et c'est généralement l'aîné ? Oui, ça a des avantages. Bon, enfin, c'est peut-être pas toujours le cas, bien sûr. C'est peut-être la personnalité la plus forte, c'est pas forcément l'aîné, mais je pense que l'aîné a une place forcément particulière. Et puis il y a aussi la question de la solidarité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une fratrie, on ne se trahit pas, on ne se ment pas. On est obligé d'être loyal et même il y a une compétition, une surenchère de loyauté. Et ça, je pense qu'en contexte méditerranéen, là aussi, la parole d'homme à homme, une fois qu'on a donné la parole à son frère, il est qui est la personne probablement la plus chère qui soit, il est hors de question de reculer et de la rendre. Et en plus, il y a une question de dignité, c'est-à-dire que quand un frère y va, l'autre est obligé moralement à tout point de vue d'y aller. Alors tout à l'heure, on était sur la place communale de Molenbeek à 5 minutes d'ici. On était très frappé donc, par la proximité géographique des lieux où habitent la plupart des familles, enfin plusieurs familles des attentats à la fois de Bruxelles et de Paris qui vraiment habitent sur cette place de village. C'était tout à fait frappant. Alors il faut expliquer qui habite à Molenbeek. Ce n'est pas une immigration qui vient d'un peu partout, ils viennent tous de la même région du Maroc ?
Exactement. Dans le Benelux en général, la plupart des immigrés d'origine ou de religion musulmane viennent du nord du Maroc, tout simplement parce que c'était la région minière du Maroc dans laquelle il y avait des mineurs. Quand les mines sont tombées dans l'inactivité au Maroc dans les années 60-70, de très nombreux mineurs se sont reconvertis et sont venus dans les mines du Nord à l'époque où elles existaient encore, et de Belgique. En 64, le gouvernement belge a signé un accord avec les autorités marocaines pour faire venir plusieurs milliers de mineurs et qui sont venus de la région d'Oujda, qui est l'oriental marocain, de la région du Rif et aussi de la région de Tanger. Alors, après les attentats de Paris et puis encore plus après ceux de Bruxelles, on s'était beaucoup interrogé, on s'était dit mais les services de renseignement belges, comment est-ce qu'ils ont pu rater tout ça? Ils viennent tous de la même place, du même village, presque Molenbeek. En fait, vous venez peut-être de nous donner un peu la clé, c'est que les habitants, enfin ces gens à Molenbeek ont un fonctionnement un petit peu clanique, viennent de la même région, ils sont très difficiles à infiltrer sans doute. Alors non, il y a deux choses différentes. Il y a la culture, il y a le groupe communautaire qui comporte essentiellement des gens honnêtes, des gens respectables, qui sont plutôt croyants et conservateurs, qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Et à l'intérieur de ce groupe communautaire, qu'on va retrouver dans plusieurs villes et communes de France, de Belgique, des Pays-Bas, il y a des petits délinquants. Ces petits délinquants, évidemment, ils prospèrent dans ce milieu parce que c'est leur famille, c'est leurs amis, etc. Et ils font leur commerce, leur trafic. Bon, on ne veut pas trop savoir ce qui se passe parce qu'au fond, malgré tout, souvent, ils rapportent de l'argent, ils sont là, ils sont à portée de vue des parents, c'est assez rassurant, même si, évidemment, personne n'est dupe sur ce qu'ils font une partie de leur temps. Alors voilà, donc... Effectivement, il y a un double niveau de relation. Enfin, il y a le niveau de relation au niveau de la communauté avec les familles, les amis, etc. Et puis il y a le niveau délinquant qui lui aussi établit à l'intérieur de ce milieu-là des réseaux qui, dans un contexte général de relative omerta finalement, parce que on est loyal avec son clan, on ne se trahit pas, etc. Et donc, effectivement, si vous arrivez en tant que recruteur islamiste ou djihadiste à rentrer dans ce réseau et à commencer par une sorte de travail de contamination à gagner tout un groupe, eh bien évidemment vous avez gagné beaucoup de temps et vous avez gagné à la fois de l'efficacité et aussi du silence, de la protection communautaire, etc. Parce que dans le groupe, si vous voulez, après, eux ils vont se faire passer pour des victimes, pour des gens qui sont poursuivis et il va y avoir des solidarités naturelles de défense qui vont jouer alors que probablement si les gens savaient évidemment ce qui se tramait, ils les auraient dénoncés ou en tout cas ce serait totalement séparé. Merci beaucoup pour ces explications. Donc depuis Bruxelles et la place de la Bourse, un mois après les attentats. Merci Pierre Vermanin. Je peux renvoyer à votre dernier ouvrage qui s'appelle France en terre d'islam, qui est paru chez Belin. Voilà. Merci. Pour ce 338e numéro de complément d'enquête. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est ce qu'on a appelé les frères de sang, les fratries dans le terrorisme. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruyandet, Clément Castex à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à la réalisation. La semaine prochaine, un nouveau numéro de complément d'enquête sur la violence, parfois l'extrême violence des jeunes et des plus jeunes. Très bonne soirée sur France 2. Sur un air de Verdi,